Faudra-t-il reviser la Constitution du 18 février 2006 ou il faut la changer carrément? Tarsis Loseki, qui est cadre au sein de l'UDPS, proche, jadis, d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, a émis une réflexion autour de laquelle nous allons parler, nous allons aussi réfléchir à haute voix avec vous, parce que ça vous concerne et ça nous concerne tous. Je co-anime cette émission, comme toujours, avec M. Vincent Mouzungu. Bonjour à vous, bonsoir vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour M. Tarsis Loseki. Bonjour Désiré, bonjour Vincent, et merci pour l'invitation. J'en profite pour saluer vos téléspectateurs qui nous suivent de partout, ils sont à travers le monde, quelle que soit l'heure. J'apporte une précision d'abord, que ce n'est pas ma réflexion personnelle, c'est une réflexion de plusieurs intellectuels. Et je dirais même plusieurs cadres de l'UDPS aussi, particulièrement ceux qui étaient à la conférence nationale souveraine. Et comme vous savez, nous étions des acteurs majeurs à la conférence nationale souveraine des années 1990 et 92. Et comme vous le savez, la conférence nationale souveraine avait élaboré un projet de constitution et je vais y revenir tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, plusieurs fois ministre, je ne vais pas citer, dans ce pays. Vous êtes un cadre et vous nous avez présenté une réflexion que nous avons ici, autour de laquelle nous allons aborder. Première question, en quoi cette constitution vous énerve, vous? Eh bien, la constitution ne m'énerve pas, mais avant d'aborder à profondeur notre réflexion, je voudrais rappeler à vos auditeurs d'où nous venons. Nous avons d'abord eu ce que vous voyez ici, c'est la constitution du Zaïre, du mouvement populaire de la Révolution, qui a subi beaucoup d'amendements et beaucoup de révisions. Et c'était à l'époque du maréchal Mobutu. Ensuite, nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Et la conférence nationale souveraine a mis en place des organes provisoires, dont 2 gouvernements auxquels j'ai participé. Et c'était ce document qui régissait la transition, l'acte constitutionnel de la transition. C'est ceci qui était notre constitution de la transition, laquelle transition était régie ou avait des dispositions transitoires qui devaient subir l'objet d'une modification avec la constitution d'après la conférence, c'est-à-dire de la Troisième République. Voici ici le projet de constitution élaboré par la conférence nationale souveraine. Et malheureusement, à l'époque, nous avons parlé de la République fédérale du Congo, mais comme nous ne sommes pas allés jusqu'au bout du processus, puisque l'AFDEL est arrivé, a interrompu le processus, ce qui fait que ce projet de constitution n'a pas été soumis au référendum. Et lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a mis en place ce qu'on appelle le décret, ce qu'on appelait, parce que maintenant ça n'existe plus, le décret loi constitutionnelle du 25 mai 1998. Donc, ceci qui porte la révision de certaines dispositions du chapitre de l'acte constitutionnel que nous avons ici. Donc, voilà d'où nous venons. Et après, il y a eu Sun City, et puis l'élaboration de la Constitution de 2006. 18 février 2006. 18 février 2006. Que vous avez qui a subi... Non, la Constitution est du 20 janvier
Vous avez raison. 18 février 2006, Oui, oui. qui a subi une révision unilatérale En par les 2011. kabylistes En 2011. en 2011, en janvier 2011. Tout à Nous fait. allons y revenir. Tout à fait. Donc, voilà d'où nous venons. Maintenant, nous avons cette constitution-là. Et je suis en train de vous dire que cette constitution a subi une révision unilatérale à janvier 2011, justement pour faire échec à Étienne Tshisekedi, qui a été désigné candidat de l'UDPS au congrès de l'UDPS de décembre 2010. Donc l'objectif de cette révision, c'était pour faire échec à Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui était candidat et qui avait beaucoup de chances de l'emporter. C'est quelle est la disposition qui était modifiée pour favoriser l'échec d'Étienne Tshisekedi? C'était la disposition relative à l'élection présidentielle dans un scrutin à 2 tours. Puisque si Kabila et Tshisekedi allaient se retrouver au 2e tour, vous comprenez qu'il n'y a pas photo, c'est Tshisekedi qui allait l'emporter. Mais vous savez que les acteurs... Il ne pouvait pas l'emporter au 1er tour, c'est au 2e tour qu'il pouvait l'emporter. Oui, c'est ça. Parce qu'on a simplement modifié une disposition, ou quelques dispositions. Il y en a eu d'autres qu'on a modifiées. D'ailleurs, proposées par vos proches, notamment Christophe Lutundula-Pala, Jacques Joly. Nous avons couvert à cette époque-là, en 2011, cette révision de la Constitution. Nous maîtrisons un tout petit peu. On quitte de 2 tours en un seul tour. Moi, je pense, personnellement, qu'on a plutôt favorisé Étienne Tshisekedi Wamulumba de pouvoir remporter les élections. Non, pas du tout. Il était plus populaire que Joseph Kabila, selon vous. Non. Et le piège s'est trouvé où? Le siège s'est trouvé sur le fait que les kabylistes, c'est-à-dire Kabila avait multiplié beaucoup de candidatures pour diminuer le nombre de voix qu'Étienne Tshisekedi pouvait avoir. Donc le fait de vouloir diminuer les voix d'un candidat potentiellement présidentiable qui était Étienne Tshisekedi, ça le fragilisait. Et puis pour nous, il fallait, avec 2 tours, on exprime réellement la partie du peuple qui adhère à un candidat qui est élu au suffrage universel. Vous savez, au 1er tour, en général, on élimine, et au 2e tour, on choisit. On choisit entre les deux. C'est Kabila et Jean-Pierre Bemba, en 2006. En 2006, sont passés par là. Oui. Et on a vu, et eux-mêmes, les Kabylistes l'ont dit, qu'au 1er tour, on a éliminé tous les candidats qui n'avaient pas les profils. Et au 2e tour, on a dû choisir, malgré tout ce que vous avez connu, je ne reviens pas, la guerre et tout, entre Jean-Pierre Bemba et Kabila. Oui. Et bon, en principe, le 2e tour, c'est pour choisir le meilleur. Mais nous allons y revenir. Monsieur Vesson, vous avez la parole. Professeur, pourquoi doit-on du coup parler de la révision constitutionnelle? Est-ce qu'il y a péril en la demeure? Je dirais péril à demain, non, il n'y en a pas. Mais il faut revisiter cette constitution qui est pour nous surannée. Il y a des dispositions qu'il faut corriger pour les adapter à l'évolution non seulement du monde que vous allez voir, et surtout l'évolution de notre environnement politique à l'intérieur du pays. Mais pour que cette révision soit effective, quelle est la procédure voulue par les constituants? Mais la révision, je vais vous donner les libellés du titre 2 de notre Constitution. Mais avant toute chose, j'aimerais que l'opinion ou le public comprennent que pour nous les intellectuels qui ont réfléchi à ces documents, il y a une différence fondamentale entre les changements des constitutions et la révision constitutionnelle. Les changements, ça veut dire qu'on change toute une constitution, on doit absolument la soumettre au référendum
les projets au référendum constitutionnel et on passe à une autre république. Ça, il n'y a pas d'opportunité. Je vous l'ai dit tout de suite, il n'y a pas d'opportunité pour ça. En revanche, il y a des dispositions à l'intérieur de cette constitution qui méritent d'être révisitées. Nous allons en parler par rapport Donc à vous êtes notre pour réflexion. la révision de la Constitution, non pas pour le changement. Pour la révision de certaines dispositions Vous êtes de d'accord. cette constitution, Vous êtes d'accord. pour les adapter à l'évolution Mais politique. du moment où le président Tshisekedi ne s'est pas exprimé sur cette question, le Parlement également a gardé son silence parce que c'est un débat qui fâche pour la plupart des temps, même par le passé. Vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte, je vais dire, d'intimidation des politiques, de certains professeurs proches de l'UDPS qui voudraient faire du président Tshisekedi un dictateur en amenant ces débats de la révision, soit du changement de la Constitution? Il n'y a aucune dictature. Et puis, nous, on ne dit pas qu'on va le faire maintenant, dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais nous voulons profiter du mandat de notre leader, de notre chef de l'État, qui est de l'UDPS, pendant son mandat, quel que soit le moment, pour révisiter certaines dispositions de cette Est-ce que ça ne sera pas fait d'une façon unilatérale, parce que vous l'avez également dénoncé sous l'époque de Kabila? Parce que là, la Kabylie n'est pas avec nous. D'ailleurs, ils se sont écartés de la course. Et vous voulez, en ce net moment, procéder par la révision constitutionnelle. Ce n'est pas aussi une décision prise d'une façon unilatérale? Ce n'est pas une décision, c'est une réflexion intelligente, logique et qui est dotée d'un bon sens politique. Nous devons revisiter cette constitution, certaines dispositions, absolument. Je prends l'exemple de Étienne Tshisekedi Mulumba, je crois en 2006, pendant le référendum. Il va s'opposer à cette constitution. Il a demandé d'ailleurs à la population congolaise de ne pas voter pour la constitution. Oui, justement. Et il disait à chaque fois que quand l'UDPS prendra le pouvoir, nous allons changer cette constitution. Vous y mettez à la peau d'Étienne Tshisekedi Mulumba, où vous trouvez qu'il y a réellement opportunité qu'on touche à cette constitution. Non, mais vous savez, une constitution, c'est quelque chose qui est né, qui a grandi, et il y a certaines choses, c'est comme un arbre qui grandit, qui pousse, il y a des feuilles qui sont mortes et qui tombent. Donc nous devons rendre cette constitution toujours plus vivante, plus adaptée aux réalités politiques. En faisant plaisir aux gens. Non, on ne fait pas plaisir, on fait plaisir à personne. Vous verrez que notre réflexion ne fait plaisir à personne. Vous n'allez pas toucher les articles dits verrouillés? Non, l'article 220 reste cadenassé. Les dispositions intangibles et verrouillées ne doivent pas être touchées momentanément. Il n'y a aucune opportunité, aucune raison de les toucher. Je voudrais toucher votre réflexion sur papier, parce que nous sommes en face de votre réflexion. Nous pouvons y aller de manière systématique. Justement, il nous faut une révision de la Constitution actuelle, intelligente, logique, avec du bon sens politique. Pas de changement de la Constitution du 18 février 2006, modifiée par la loi numéro 11-002, 20 janvier 2011. Ouais. Ça veut dire déjà, votre position, vous avez d'ailleurs dit que la position est partagée par plusieurs personnes, vous êtes pour la révision de quelques dispositions de la Constitution, mais pas pour le changement. Quelles peuvent être 2 dispositions qui vous énervent ou qui énervent le fonctionnement de la règle? Notre réflexion en a prévu 10. D'accord. Nous pouvons y aller systématiquement, mais j'insiste Article 1er. Sur le fait que certaines dispositions devraient être absolument revisitées. Justement, nous commençons par l'article 1er. Nous avons réfléchi pendant la conférence nationale pour que l'anglais devienne la deuxième langue nationale. Mais avec les réalités que nous vivons, avec ce qui s'est passé à Paris, tout ça, et d'autres pays francophones qui ont déjà
a pris l'anglais comme une langue nationale et surtout que l'anglais est une langue, la première langue au monde. Nous ne pouvons pas rester en retrait et notre réflexion pousse à ce que l'anglais soit absolument la deuxième langue nationale qui sera apprise à nos enfants à partir de l'école maternelle, si c'est possible. Voilà, ça c'est notre réflexion. Très bien. Vous pouvez être d'accord ou pas, mais nous voyons, il n'y a aucune raison que la francophonie nous impose qu'on reste uniquement francophone et pas anglophone. Nous sommes au centre de l'Afrique, donc selon notre réflexion, l'anglais devrait être la deuxième langue nationale. Plus là, c'est clair, il n'y a pas de débat, c'est clair, oui. Et nous avons toujours nos 4 langues nationales. Très bien. En plus du français. L'article 2. Eh bien, l'article 2 concerne le fameux débat sur la nationalité. Aujourd'hui, elle est une et exclusive. Oui, vous voulez remplacer par irrévocable. Tout court. Ça veut dire que, j'essaie de lire vos pensées, vous voulez cautionner la double nationalité. Mais il y a une malice derrière... Non, ce n'est pas des malices, c'est dire que tous les Congolais d'origine ne perdent pas leur nationalité. Mais c'est tout le débat. Vous cautionnez la double nationalité. Non, certainement, parce que on peut abandonner l'autre nationalité. On peut abandonner quelqu'un qui est devenu belge la ou français. La première disposition, elle est limpide. Elle voudrait que quand vous... dès que vous détenez une seconde nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. Elle n'est plus adaptée. Pourquoi? Ce sont l'hypocrisie qui se passe actuellement. Puisque, en principe, quand on a une nationalité étrangère, je n'évoque pas une personnalité dont on a beaucoup parlé au cours de ces derniers mois. En principe, quand on a une autre nationalité, on ne peut pas être membre du gouvernement, on ne peut pas travailler même au cabinet du président et on ne peut pas faire certaines choses. Mais nous vivons cette hypocrisie, il faut se le dire. Et puis, la diaspora, vous savez dans quelles conditions ils arrivent à prendre cette nationalité, c'est pour trouver des emplois, par exemple, pour ceux qui n'en ont pas, selon certaines exigences, selon les pays, bien sûr. C'est pour le voyage, éventuellement. Quelqu'un qui attend 6 mois ou 1 an dans une ambassade pour avoir un passeport congolais, mais il est un homme d'affaires, congolais. Il vit dans un pays où on le respecte, il a une certaine notoriété. Mais ce pays-là peut lui offrir ces privilèges d'avoir un passeport de ce pays-là. Oui. C'est-à-dire, il ne prend pas le passeport puisqu'il veut être citoyen de ce pays-là, mais il veut fructifier ses affaires, par exemple. Alors, je voulais Donc, faire... Oui. Vous voulez l'interdire, nous ne pouvons pas, par notre propre faute, continuer à pénaliser. Je voulais faire une déduction de votre allocution. Vous avez dit que nous vivons l'hypocrisie. Ce qui sous-entend qu'il y a certains qui sont dans la cour du roi, qui ont double nationalité, qui travaillent. Et c'est déjà, ils sont dans l'illégalité. Et vous voulez maintenant que l'on puisse légaliser cette hypocrisie. Non, ce n'est pas une légalisation. Est-ce que vous vous souvenez encore du fameux moratoire de Vital Kamerhe? Vous vous souvenez encore de ça? Je ne sais pas si c'est Vital ou... Non, c'est l'ancien ministre des Transports, comment il s'appelle encore? Bon, il y a eu un moratoire de toute façon. Au niveau de l'Assemblée nationale, on s'est rendu compte que beaucoup de députés avaient la double nationalité ou avaient des nationalités étrangères. Et même aujourd'hui au Sénat, dans le bureau du Sénat ou dans le bureau de l'Assemblée nationale, vous avez des gens qui ont d'autres nationalités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons être pragmatiques. Et je regarde nos téléspectateurs pour leur dire que c'est un sujet qu'il faut parler avec beaucoup de sérieux et beaucoup sans passion et trouver une solution. Parce que sinon,
nous cultivons toujours l'hypocrisie qui ne nous amène nulle part. Donc, nous sommes très simples, notre réflexion est simple, la nationalité congolaise est irrévocable. Nous proposons, et tout est dit là-dedans. Ça veut dire elle reste à vie, cette nationalité congolaise, elle reste à vie. Donc, que vous ayez une autre nationalité ou pas, restez congolais. le Congo s'en fout éperdument de ce que vous avez acquis par la suite. Vous pouvez rentrer chez vous et travailler. S'en foutre, on reste congolais et on est là, on est né. Et quand vous rentrez, je vais vous donner un président exemple. de la République. Je vais vous donner un exemple. Nous qui sommes nés au Congo belge, c'est-à-dire avant 60, nous étions des Belges automatiquement. Mais pour être Belge, vous devez quitter le Congo pour aller en Belgique. Cette loi existe toujours. Ceux qui sont nés avant 60, vous êtes en Belgique, vous travaillez comme professeur, médecin, vous avez une situation, vous pouvez aller à la commune, vous dites, bon, moi, j'ai besoin d'un passeport belge pour devenir belge. Eh bien, si on fait l'enquête des moralités, des notoriétés, tout ça, et on vous l'accorde en moins d'un mois. Donc, ça, les gens qui sont nés avant 60, donc on était des Belges en étant au Congo, nous étions au Congo belge. Avez-vous une jurisprudence de cette disposition? Laquelle? De la nationalité congolaise doit être irrévocable. Vous tirez ça de quelle constitution des par le monde? Oh, il y a beaucoup de pays. Là, vous me demandez, on n'a pas assez de temps, mais il y a beaucoup de pays. Parce qu'on n'invente pas la roue, nous devons nous référer de ce qui s'est fait ailleurs. On doit se dire, par exemple, que tel pays a ses dispositions et regardez, les gens sont en paix, ça ne fâche pas, ça ne dérange pas non plus. Beaucoup de pays africains, vous prenez le Sénégal, ou peut-être la Côte d'Ivoire aussi. Il y a beaucoup de personnalités qui avaient été même des ministres en France et tout ça, sont devenus chefs de l'État. Donc c'est quelque chose qui existe ailleurs. Nous l'inventons effectivement. Parce que vous n'avez pas mis des deadlines sur cette disposition. Elle est restée, je suis en train de dire, à l'état cru. Donc on sous-entend que même le poste du président de la République, sous l'angle de cette disposition, reste vacant. Ça veut dire quoi? Que vous devenez américain, si vous étiez congolais d'origine, vous n'avez pas perdu la qualité. S'il y a élection au pays, vous pouvez rentrer comme Oscar Kachala le faisait à l'époque, vous postulez et si vous êtes élu président et vous dirigez le pays avec votre nationalité américaine. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est né congolais, on le reste toute sa vie. Dans le sang, oui, mais sur les papiers, non. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le papier qui règle les problèmes. Ce n'est pas le papier. Et puis, il y aura un code sur la nationalité qui donne des modalités pour éviter que les pays limitrophes nous envoient nous envahissent. Vous avez compris cette inquiétude, en fait. Non, nous y avons réfléchi. L'infiltration. Parce qu'il y a des Congolais, vous savez, on a beaucoup de pays limitrophes, vous savez ce qui se passe sur le plan interne. Il y a des gens qui sont nés ici, je crois que si nous passons notre temps sur cet article, nous risquons de ne pas aborder d'autres dispositions. C'est une disposition à élaguer. Pour nous, oui. Non, on n'élague pas, notre réflexion est ferme. La nationalité congolaise est irrévocable. Et on va expliciter ça dans d'autres forums. Et nous ne disons pas qu'on les fasse aujourd'hui. Je viens de dire que cette révision, ce n'est pas pour 2024 ou 2025. Ça peut être 2026 là, c'est ou vous 2027. Quand ne l'entend pas sous cet angle, pour ça, c'est quelque chose dic et nunc. Non, je ne crois pas qu'on puisse précipiter la réflexion. Il faut avoir le temps d'expliquer à l'opinion et à la population. C'est justement l'exercice que nous faisons maintenant. Il faut rappeler que vous partagez, enfin, je ne sais pas si c'est vous ou le président de la République qui
entre vous deux, quelqu'un a copié l'autre, parce que lui, il a parlé également de cette disposition qu'il faudra la changer. Il faut accepter que les Congolais aient double nationalité. Non, moi j'approuve la promesse qu'il a faite à plusieurs reprises. Ah, d'accord, parce qu'il en avait parlé plusieurs fois. J'approuve cela et nous appuyons là-dessus pour dire le moyen le plus simple de le faire, c'est ça. Bon, les temps passent, nous n'aurons pas. Article 43. L'article 43, c'est tout simplement concerne l'enseignement public. En fait, cette constitution ne rend pas obligatoire l'enseignement et limite la gratuité à l'enseignement primaire. De base. Donc, non, primaire. C'est dit clairement primaire. Donc, nous ne voulons pas qu'on détermine que ce soit primaire ou quoi. Il y a une loi qui doit dire c'est jusqu'à tel âge ou à tel niveau. Par exemple, jusqu'à 6e année des humanités, comme nous l'avons vécu à notre époque, ou à l'âge de 18 ans, par exemple, ou 20 ans, par exemple. Donc, il faut une loi qui réglemente ça. Et cette disposition, nous pensons que ça doit être modifié. Alors, vous devriez être explicite, vous, dans votre réflexion. Nous prenons ce qui était ce que nous avons adopté à la conférence nationale. En fait, ce que nous allons faire comme exercice aujourd'hui, ce n'est pas entrer dans les détails. Hein. On vous donne les dispositions qui méritent d'être visitées. Voilà comment nous attendons les visiter. Hein. Ici, nous donnons référence à l'article du projet de la conférence nationale souveraine, ici, qui est très explicite et qui ne souffre pas d'ambiguïté. Très bien. Article 71, vous l'avez déjà dit, vous pensez qu'il faudra revenir aux deux tours. Revenir aux deux tours, parce que ça a été modifié de manière cavalière. Mais de manière cavalière, le président Tshisekedi a été le président avec cette constitution et avec la même disposition. Malgré ça, il a été élu. Donc ça ne dérange pas. Non, le débat sur Etienne Tshisekedi qui a été écarté sur base de cette disposition. Non, il n'a pas été écarté. Il a été élu, mais la manière dont on a proclamé les résultats était cavalier. C'est un argumentaire politique qui ne vous engage que vous-même. Le président Tshisekedi était élu avec la même constitution et la même disposition. Vous parlez du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est ça? Président Félix Antoine Tshisekedi. Oui, puisqu'il avait l'aura d'un peuple qui donc ça ne dérange pas, ces dispositions peuvent rester à vie. Non, parce que l'UDPS est au pouvoir avec la même disposition. Non, ça nous dérange. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui devaient se passer pendant la campagne. Par exemple, un débat contradictoire. Nous voyons ce qui se passe aux États-Unis maintenant entre Trump et Madame Kamala Harris. Donc, c'est une bipolarité. Chez eux, ils n'ont pas le système de deux tours. Mais ils ont deux partis importants qui se disputent. Mais ailleurs, en France, par exemple, et ailleurs, c'est l'élection présidentielle à deux tours. Article 72. Critères du candidat de la République. À revoir notamment, remplacé par les critères de l'article 104 du projet de la Constitution. Oui. Nous voulons revenir à certaines dispositions. C'est là que le bas blesse. Oui. Parce que vous déterminez l'âge, enfin, le nombre d'années, et puis l'expérience professionnelle. Je vais vous l'expliquer. Oui, allez-y. Nous estimons que pour... Vous limitez l'âge à 40 ans. Non, vous avez oublié une chose importante, c'est que nous disons que désormais, pour être président de la République, il faut au moins un niveau de licence ou de doctorat. Il faut au moins ça. Et l'expérience professionnelle, celle ne suffit pas. Ça, c'est logique. Pourquoi seulement désormais? Désormais, j'ai dit. Oui. Mais c'est le passé, c'est passé, on n'y revient pas. Nous devons avoir un regard critique sur le passé. Parce oui, que le désormais... Nous y reviendrons plus tard. Mais nous vous donnons notre réflexion. Je crois que vous me comprenez, non? Allez-y. Il faut être licencié ou au moins docteur. On est d'accord. Et nous nous sommes dit, en suivant cette logique, à la CNS, on termine les études, par exemple, on devient licencié à 25 ans ou docteur en médecine. Donc, le temps d'avoir 15 ans d'expérience que nous voulons, il faut une expérience solide,
vous êtes déjà à 40 ans, à peu près. Donc, tout ça, c'est un débat. Donc, nous vous soumettons cela, vous, comme journaliste, vous pouvez en parler à d'autres, mais c'est notre réflexion. Oui, avant d'en parler à d'autres, nous voulons d'abord vous questionner des fonds de Je suis là. Et élucider vos réflexions. Mais c'est clair, en non? RDC, C'est clair, en non? RDC, quel est ce président qui avait 15 ans d'expérience professionnelle et qui avait les doctorants Vincent. par le passé? Vincent. Oui. Mais vous embrayez sur ce que nous voulons éviter, justement. Désormais, j'ai dit désormais, je parle bien français, il ne faut plus qu'il y ait des candidats qui ne sont pas licenciés. Pour ne pas revenir à ce qu'on a vécu. Oui. Donc, nous n'avons pas eu de président qui avait les titres des doctorants. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu. Est-ce un problème pour que le pays avance? Ah, Il faut puisque le impérativement pays avoir ces n'avance titres-là, oui. pas, ça peut être aussi un problème. Les professeurs ont Est-ce travaillé dans des que je gouvernements. peux parler on a- par syllogisme? Puisque le pays n'avance pas, et pas trop, ce n'est pas ça un problème aussi. Nous voulons essayer autre chose, comme ça se passe ailleurs. Mais au moins, là où peut-être qu'on ne partage pas le point de vue, c'est qu'il faudra qu'on ait 40 ans, alors que nous avons des jeunes de 36 ans, 35 ans, 33 ans, 38 ans, qui travaillent beaucoup plus que ceux qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans aujourd'hui. Oui, s'il y a un bon ministre qui a 30 ans... Oui, je prends l'exemple de Constant Moi, je Moutama n'avais aujourd'hui, pas qui a 40 36 ans ans. quand je suis devenu ministre. Ah, voilà, avant. Donc, non, il y a pourquoi des vouloir fonctions. compliquer Ici, les choses, nous oui. disons la présidence de la République. Oui, mais justement, est-ce que l'expérience vous montre et vous prouve et vous démontre qu'un jeune de 30 quelques d'années peut travailler beaucoup plus que les vieux? Vous avez au Sénégal aujourd'hui, il y a un président qui n'a pas 40 ans au Sénégal. Vous savez, non. Nous avons réfléchi et quand nous étions à la conférence nationale souveraine, il y avait 2850 délégués, plus tous les collaborateurs qui étaient dehors, environ 5000 personnes. Et nous avons élaboré ces documents. Nous proposons qu'on y revienne. Je ne sais pas vous dire autrement. Je vous ai donné les arguments. Un jeune qui termine l'université à 25 ans, Oui, là on a compris. nous lui demandons de travailler d'acquérir une expérience professionnelle de 15 ans. Oui, ce n'est pas beaucoup 15 ans. Où Vous est-ce savez, qu'il ce n'est aura- pas beaucoup. Non, mais il y a beaucoup de questions à vous poser. Non, n'entrons pas dans les On n'entre détails. pas, Nous heureusement. reviendrons. Si vous Heureusement. voulez, nous pouvons organiser d'autres forums où on va expliciter. 110, alinéa 110, 6. c'est l'élection du sénateur au second degré. Ça, il faut Député supprimer. ou sénateur. Non, il y a député provincial, non, gouverneur et sénateur. Oui. Nous voulons qu'on quitte l'élection au second Indirect degré, que au ce direct. soit au scrutin direct, universel et provincial. Le bas va blesser. Parce que déjà, compte tenu des moyens qu'on évoque très souvent, le gouvernement évoque la question des moyens et qu'on sort. Désiré, nous avons aujourd'hui... Désiré, Oui. je vais vous dire, moi j'ai été vice-ministre, même 4 mois seulement, je sais comment gérer ce pays. Organiser des élections de ce genre-là, ça ne coûte rien. Nous évitons la fameuse corruption qui vous amène des personnes incapables, incompétentes, et passons à autre chose. Autre chose, c'est que quelqu'un a réfléchi que à la place que le gouverneur soit élu, le gouverneur ou les gouverneurs doivent être nommés par le président de la République. Non, là, et que à chaque fois qu'il y a bavure, le chef de l'État prendre une ordonnance pour très bien, les révoquer. le mettre de côté. Nous avons connu ça. Et quand il est élu, ça sera difficile parce qu'il sera pratiquement comme un député national qui peut tout faire parce qu'il a un mandat. Mais non, ce n'est pas puisqu'on est élu qu'on devient inamovible. Je crois que nous ne donnons pas les détails là, dans notre réflexion que je vous ai soumise pour qu'on débatte aujourd'hui, mais il y aura des garde-fous. Il y aura des garde-fous pour éviter qu'un gouverneur devienne omnipotent puisqu'il a été élu dans une province. 104, élection sénateur, suffrage universel direct, vous avez dit. 158, l'article 158, relatif à la composition de la Cour constitutionnelle. Remplacer celui-ci par l'article 134 du projet de la Constitution. De la CNS. De la CNS. En fait, nous, à la CNS, nous avons déterminé le nombre de 15.
15 personnes avec des modalités de désignation. Actuellement, c'est avec 9. On passe à 15. Et on explique... C'est pas beaucoup. Pardon? C'est pas beaucoup avec un budget qu'ils reçoivent là. Vous revenez toujours sur les budgets. Oui, mais vous pouvez me dire où passe l'argent du Congo? Mais ce sont dans les poches déjà. Mais on a l'impression que l'argent passe par là. Laissez-moi vous dire, nous cherchons l'efficacité. Passe dans les poches des gens. Nous cherchons l'efficacité. Pendant que vous étiez ministre, ça veut dire que vous nous donnez une révélation. Donc l'argent du Congo. Laissez-moi, moi j'ai fait 4 mois et nous étions déterminés à mettre fin à cette situation. Si ça ne s'est pas terminé, ce n'est pas de ma faute. Donc vous avez échoué. Non, on n'a pas échoué, puisqu'on a mis en place certaines dispositions qu'on est en train d'appliquer maintenant au niveau des régies financières pour éviter l'écoulement des recettes et même pour contrer la corruption. Mais ne revenons pas là-dessus. Des chapelets de bonnes intentions. Non, ce n'est pas des chapelets. Des professeurs Vous savez, qui ont la casquette des politiques parlent, vous sentez de la manipulation et tout ce qui va avec, mais sur le plan des faits, on vous dit, mais il a été aux affaires, mais on n'a pas aussi senti un changement. Mais non, ce n'est pas 4 mois de gouvernement de Badi Banga que nous, on aurait pu changer les choses. On a mis en place certaines choses. C'est comme quand vous construisez une maison. Vous devez mettre en place une bonne fondation et après, vous élevez une maison solide. Donc, par rapport à la Cour constitutionnelle, je reviens. Ici, nous avons réfléchi à 2850 personnes à la CNS pour que la Cour constitutionnelle soit un organe important et solide, avec 15 membres, dont 2 tiers, c'est-à-dire 10, tous des juristes, et les 5 qui restent sont de personnalités et choisissent leur notoriété. Il y a même les modalités de désignation, je ne veux pas entrer dans les détails. Est-ce que c'est une disposition très... Cette réflexion, elle est la meilleure que celle qui est appliquée où nous avons 9 membres qui composent la Cour constitutionnelle? Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Nous n'aurons pas le temps, l'émission ne nous permet pas d'aller. Nous pouvons disséquer la Cour d'aujourd'hui, les avantages et les inconvénients de 9 membres, des manipulations de toutes sortes, limitons-nous à ça. Mais je vous dis que la réflexion de la conférence nationale souveraine, elle est bonne. Nous devons l'essayer, ça ne gêne personne. 15 membres. Pardon? À 15 membres. Oui, c'est pas trop. Qui doivent composer la Cour. Ailleurs c'est même 30. Va encore augmenter. Non, qu'est-ce que vous attendez pas? Ça ne va pas ruiner le pays de toute façon. Enfin, article 208, 209, 210, supprimer le Conseil économique et social, institution politiquement inutile et budgétivore. C'est le cas, ce n'est pas moi seul qui l'ai dit. Mais vous avez oublié les députés, les gouverneurs, en dehors de... Oui, on en avait parlé. Gouverneurs de province, on en avait parlé. Oui. Non, pour les conseils économiques et sociaux, vous trouvez que c'est inutile? C'est un dilemme. Non. Je sais qu'on case les personnalités de la société civile ou de certaines obédiences ou quoi, pour leur donner de l'emploi. C'est là où justement c'est budgétivore. Hein? Donc l'argent qui devait aller là, on devait donner à la Cour constitutionnelle par exemple. Ça serait mieux. On prend l'argent qui devait aller au Conseil économique et social, on donne à la Cour constitutionnelle. Donc, le Conseil économique a été créé uniquement pour donner de l'emploi. D'après moi, et non, je ne suis pas, je vous ai dit, je ne suis pas le seul. Mais vous représentez tous ces penseurs, puisque vous avez amené l'ébauche de cette réflexion, un nombre important de gens qui l'ont composé. Pour nous, vous les représentez. Tout à fait. Nous avons suggéré la suppression de cette institution-là, cette structure. Puisqu'elle est budgétivore. Inutile d'abord.
et budgétivore. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons consommé notre timing. D'ailleurs, heureusement que nous avons épuisé les articles que vous avez prescrits. Notre ici, réflexion, oui. Et la réflexion. Et je suppose que l'opinion ou le public nous a compris. Tout à fait. Et nous allons y revenir dans d'autres forums. Tout à fait. Je continue à dire ceci. Première chose, ce n'est pas pour demain. C'est une réflexion qui doit évoluer. Tout à fait. 1 an, 2 ans, c'est-à-dire 2025, 2026 et pourquoi pas 2027, pour que tout le monde s'imprègne des réalités. Il y aura débat. Ici, je ne suis pas constitutionnaliste ou juriste, je suis tout simplement un intellectuel qui réfléchit. Et nous avons réfléchi. Très bien. Deuxième chose que je vais dire, vous savez, notre pays, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'hommes. Un problème d'hommes, des personnes qui peuvent appliquer les textes et aboutir à des décisions et changements dans ce pays. Je donne un exemple. Problème d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Vous savez qu'il faut seulement appliquer 10 lois et 10 textes réglementaires pour en finir, en dehors, bien sûr, on dit des routes ou quoi, mais il y a des choses, des lois qu'il faut appliquer. Quand vous roulez ici, pour arriver au studio ici, on se demande s'il y a un code de la route dans ce pays ou pas. Mais s'il n'y a pas de code de route, code de la route, comment voulez-vous en mettre fin aux embouteillages? S'il n'y a pas, si on ne punit pas les indisciplinés, si on ne travaille pas la mentalité des gens, non, c'est un problème d'homme, ce n'est pas un problème de texte. Donc nous voulons que la gouvernance, qu'on mette d'abord la gouvernance à l'avant-plan pour que ce pays, on voit un embelli, hein, et qu'on arrive à la révision. À la fin, même si le professeur risque de se contredire, mais nous lui laissons cette tâche-là. Je ne me suis pas du tout contredit. Vous avez dit, vous avez amené une réflexion pour changer des textes. En même temps, vous dites... On ne change pas, on révisite. Justement. Je parle bien français. Oui. Je dis, vous avez amené une réflexion pour révisiter les textes. Oui. En même temps, vous dites qu'on n'a pas un problème de texte, on a plutôt un problème d'homme. Ça veut dire que le texte pouvait rester intact. Non. Et changer d'homme. Non, ça c'est vous qui le dites. Moi, Merci beaucoup, professeur. C'est une visite, on essaye d'amender certaines choses. Très bien, merci beaucoup, professeur. Merci à M. Vincent. Merci Vincent, merci Désiré pour ce débat. J'espère que nous allons continuer encore plusieurs mois et dans d'autres forums. Exactement. Toutes ces réflexions. Merci et merci. Belle réflexion à vous. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Merci à l'équipe technique. Restez branchés pour la suite des programmes. Merci.